Salut à toi, jeune assoiffé. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que tu t'apprêtais à regarder le nouveau MDC? Alors si tu veux pas manger des pâtes sur le parking du Carrefour, reste avec nous, bisous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce spécial original versus remake. C'est très à la mode de refaire un film, trop à mon goût. Ça donne l'impression que les scénaristes n'ont pas d'imagination. Souvent, selon moi, c'est inutile ou carrément raté. Parfois, à tel point que c'en est insultant pour l'original. La dernière maison sur la gauche et les griffes de la nuit, tous deux issus du cerveau génial de Craven. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Martyr de Pascal Laugier, vidé de toute sa substantifique moelle. How dare you! D'autres remakes se placent à peu près au même niveau que l'original, tout du moins proposent une relecture intéressante et approfondie. Je pense à Maniac de Frank Calfoun, qui joue plus sur la corde sensible et apporte une petite French touch, ou encore à Halloween de l'ami zombie, qui nous raconte l'histoire sous un angle psychosocial terriblement triste. Et puis il y a les remakes franchement plus réussis que leurs aînés. C'est là qu'intervient I Spit on Your Grave. L'original, dont le titre signifie « Je crache sur vos tombes », mais que la distribution française avait rebaptisé « Œil pour œil », est sorti en 1978 et réalisé par Mers Archie, et il a fait scandale à son époque car il fait partie du sous-genre Rape and Revenge, un genre très malaisant, parce que ça veut dire viol et vengeance. On n'a aucun mal à deviner quelle partie dérange. Pourtant, le public avait dû être bien vacciné 6 ans auparavant, avec un beaucoup plus sale et méchant Dernière maison sur la gauche. En réalité, je peux comprendre. Moi-même, je m'amuse jamais pendant la partie rape. C'est évident. 32 ans plus tard, en 2010, sortait le remake sous la direction de Stephen R. Monroe. Et il est vachement mieux à plusieurs égards. Un petit mot sur les castings avant le pitch. On commence par la version 70s. Jennifer, l'héroïne, est jouée par Camille Keaton, aujourd'hui 75 ans au compteur. D'après les internets, elle a une grosse filmo, mais qui me dit rien, à part Lord of Salem de Rob Zombie, sauf qu'elle n'est pas créditée. Ça doit être une micro-apparition parce que je m'en rappelle pas. Elle reprend son rôle de Jennifer dans I Spit on Your Grave déjà vu, mais je parlerai des suites plus tard. Quant au reste des acteurs, ce sont d'illustres inconnus, alors je passe à la version 2010. Sarah Butler interprète la victime revancharde et I Spit semble être son rôle le plus célèbre, pour ne pas dire le seul. Du côté des mecs aux vilaines manières, j'ai reconnu Chad Lindbergh, parce qu'il a un petit rôle dans la première saison de Buffy, et Rodney Eastman, alias Joey, dans Freddy 3 et 4. Les autres, vous les avez peut-être déjà vus dans des séries télé, selon internet. Okay, let's go. Pour le pitch, Jennifer Hill, c'est un écrivain qui loue pour quelque temps une maison loin de la ville afin d'écrire peinard. Elle s'arrête à une station-service où 3 gars, dont le pompiste, apparemment jamais sorti de leur cambrousse, la repèrent direct. Dans le remake, un incident qui humilie et fout les boules au leader laisse présager qu'il ne va pas laisser passer ça. Arrivée dans son chez-elle temporaire, Jennifer reçoit la visite de Matthew, l'idiot du village. Livreur dans l'original, dépanneur dans le remake, les deux versions tombent immédiatement sous le charme de Jennifer et vont en parler aux 3 connards avec qui ils pensent être potes. C'est rigolo les façons de voir selon les générations. En 78, ils pensent que les filles de la ville sont des chaudasses. En 2010, quoi qu'il en soit, la question est vite répondue pour tous. Ils décident d'aller voler les faveurs de la belle avant de s'en débarrasser pour de bon. Sauf que Jennifer ne meurt pas, elle a les chocoboules et c'est à son tour de s'amuser aux dépens de son prochain. Comme je l'ai dit, je préfère le remake et voilà pourquoi. Si la partie rape est bien plus méchante, les moments revenge n'en sont que plus jouissifs. Attendez le palmarès. Faut dire que dans l'original, les mecs apparaissent surtout comme des bouseux attardés qui n'ont pas l'air d'avoir plus de 8 ans dans leur tête. Ça les rend pas moins cruels, ni aussi sadiques que des chats. Je t'attrape, je te fais du mal, je te relâche, je te rattrape, je te refais du mal, je te relâche. N'empêche que je les trouve plus bon enfants que les fils de pute du remake. Le potentiel cruauté est vite annoncé. Et bientôt confirmé. Ils ont l'audace de filmer. Et on a un invité surprise qui plonge l'héroïne et nous-mêmes dans un grand désespoir. Nous voilà dans la partie vengeance. Ce qui me dérange dans l'original, c'est le fait que Jennifer s'oblige à séduire 2 d'entre eux et user du sexe pour parvenir à ses fins. Je suis même pas certaine que ce soit si réaliste, à moins d'avoir la haine au point de s'en oublier. De plus, les châtiments ne sont pas à la hauteur des crimes. Les 2 qui se sont le plus acharnés sur elle reçoivent les traitements les plus doux. Dès le départ, j'ai eu du mal avec ce personnage, car je ne comprends décidément pas sa manière de fonctionner. C'est peut-être une question de génération, ou bien le fait que ma mère m'ait rabâché 1 milliard de fois toutes les règles de base du survival pour une fille. Quand elle rencontre le pompiste, elle lui raconte direct sa vie, alors que le mec demandait rien. Je fais ça dans la vie, je vais me retirer seul au bord du lac. Donne-lui les clés tant que t'y es. Après, à peine débarqué au bord du lac, c'est parti pour une baignade en tenue d'Ève. Cette confiance dans la vie.
Tu t'imagines pas que des touristes pourraient passer en bateau, qu'un chasseur est peut-être pas loin? Je capte pas. Retour sur la vengeance, Jennifer 2010, elle se transforme en monstre de sang-froid créatif que Jigsaw ou Dofrin voudraient bien recruter s'ils faisaient partie du même univers. Elle punit à la mesure de ce qu'elle a subi et personnalise le châtiment selon le bâtard concerné. Avant de commencer le palmarès des morts, je veux aussi revenir sur l'ambiance. Dans l'original, il y en a quasiment jamais. La scène d'ouverture est chiante et longue, il y a même pas une petite musique pour patienter. Et comme Jennifer, on se traîne d'une selle à l'autre. La lourdeur pour nous, la souffrance pour elle. À 2 exceptions près. La très tendue scène de l'harmonica et celle de l'émasculation où joue l'unique chanson du film. Là, il y a un petit travail qui est fait. C'est l'heure du double palmarès des morts. Préservez-vous des spoils, je vous aurais prévenu. La machette de la classe, côté original, revient au découpage de la bite du leader. Ses réactions sont presque comiques, et elle, pour une fois, elle apparaît très démoniaque. Oh, Jesus! I can't let what she's done to me! Somebody help me! Dans le remake, c'est sans conteste le coup des yeux qui gagne. Ici, pas de goutte, comme Alex Delage, mais plutôt de quoi aider les corbacs à accroître les souffrances du condamné, le tout filmé. Hein, on fait moins malin. Le katana de l'espoir 78 est décerné à la pendaison de l'attardé. Dommage que Jennifer ait dû une fois de plus passer à la casserole, mais j'avoue que la mauvaise surprise au bon moment, c'est pas mal. Et il en chie avant de claquer. Côté remake, j'ai beaucoup hésité. La punition de Johnny et du shérif sont aussi humiliantes et douloureuses l'une que l'autre. L'un émasculé au ciseau de jardinier, l'autre défoncé au fusil. Man, I thought you were an ass man. Mon cœur balance. Avec le shérif, il y a quand même 2 bonus. D'abord, il en est pour une grosse peur par rapport à sa fille, qu'il a baptisée chasteté, mort de rire. Imagine that somebody had done something like this to her. Ouais, imagine, connard. Et Jennifer a fait un bricolage MacGyver bien vicelard. C'est Matthew qui tire sur la gâchette, s'éliminant par la même occasion. Enfin, le couteau à beurre de la honte 70s est le coup de hache mal foutu donné à un des 2 plus sadiques. Une punition bien trop douce. Le couteau du remake est attribué à l'exécution du petit vieux sympa qui n'avait fait que donner son chemin à Jennifer et que le shérif soupçonne d'être une balance. En conclusion, le remake a su apporter plein de bonnes choses qui manquaient à l'original. Une atmosphère flippante et malsaine, des méchants qui méritent à mort qu'on le soit encore plus envers eux, une Jennifer bien plus attachante et juste, des surprises et des effets spéciaux bluffants de réalisme. Si vous n'êtes pas trop sensible, faites-vous-en une idée et venez la partager dans les commentaires. Pour finir, que vaut le reste de la franchise? Ce sont en majorité de bonnes surprises. High Speed 2, du même réal, a l'air d'être une redite inutile. En fait non, on est plus sur du survival. J'ai bien aimé. On retrouve Jennifer 2010 dans le numéro 3, des années après sa vengeance. Ivre de justice, elle devient une vicieuse vigilante. C'est mon préféré. Jennifer 78 revient dans Déjà Vu, toujours sous la direction de Zarchi, où elle doit affronter le courroux des proches de ses agresseurs. Perso, je l'ai trouvé très ennuyeux. J'en ai pratiquement aucun souvenir. Je vous laisse maintenant en compagnie de McCoy et vous dis au mois prochain pour un numéro tout en abîme. Ciao! Bonjour et bienvenue dans ce Movie Death Contest spécial original versus remake. Ah, les remakes. À quoi ça sert? Pourquoi on les fait? Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Est-ce que ce serait pas un brin mercantile, bien souvent? Beaucoup de questions auxquelles je ne répondrai pas puisqu'il n'y a pas de généralité. Mon avis personnel, c'est que c'est pas moi qui finance. Alors ils peuvent en faire autant qu'ils veulent, ça me met pas les nerfs en pelote. Si le film est bien, tant mieux. Si c'est pourri, tant pis. Et si ça peut faire un peu de pub à l'original et lui donner une seconde vie, c'est pas plus mal. Sans compter qu'on n'est pas à l'abri d'une vraie réussite. Mais soyons honnêtes, les remakes meilleurs que les originaux, il n'y en a pas 150 000. Parmi les plus connus, on peut citer La Mouche de Cronenberg, remake de La Mouche Noire de Kurt Neumann, The Thing de John Carpenter, remake de The Thing from Another World de Christian Nyby, ou encore The Blob de Chuck Russell, remake du Blob de Irving Newworth avec Steve McQueen. Mais ce sont des remakes des années 80 de films des années 50. Les remakes d'aujourd'hui des films des années 80, c'est plus facile d'en trouver des complètement flingués que des réussis. The Fog, Cimetière, Poltergeist, c'est pas joli tout ça. Mais il y a des exceptions, avec des films qui, s'ils ne sont pas forcément meilleurs,
sont tout de même de bonne qualité. La colline à des yeux d'Alexandre Aja, Dawn of the Dead de Zack Snyder, Evil Dead de Fede Alvarez. Moi, j'ai voulu découvrir un truc nouveau à partir d'un remake que j'aime bien sans avoir vu l'original. Maintenant, c'est chose faite. Mon match verra donc s'affronter House of Wax de 1953 de André de Toth et House of Wax de Raume Collet Serra. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Adieu, gamin. Bon, je triche un tout petit peu parce que le film de Dédé est lui-même un remake de Masque de cire de Michael Curtiz. Mais celui-là, je l'ai pas vu et je vais pas me lancer dans un... Alors déjà, après visionnage du film de 1953, je peux déjà vous dire que les deux films n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, ce qui rend la comparaison très difficile. Mais c'est pas plus mal au final car j'ai aimé les deux. C'est donc plus une balance qu'un affrontement. Le pitch de l'original. Henry Jarrod est un artiste sculpteur avec une belle réputation qui confectionne des statues de cire très ressemblantes aux modèles originaux. Son musée de cire est axé sur l'histoire et l'on peut y admirer Abraham Lincoln et son meurtrier, John Wilkes Booth, Marie-Antoinette ou encore Jeanne d'Arc. Malheureusement, l'investisseur de Jarrod pense que son musée ne fait pas assez dans le sensationnalisme et a du mal à admettre de ne pas faire du profit vite fait bien fait. Il propose donc avec nonchalance à Jarrod de foutre le feu au musée afin de récupérer l'argent de l'assurance. Jarrod s'offusque et refuse. L'investisseur, voyant que la négociation lui échappe, sort des allumettes et flambe tout. Les deux hommes se battent, mais Jarrod est un artiste, pas un boxeur. Et après avoir pris patates et marrons, se retrouve sur le carreau. Monsieur Wallace, l'investisseur et associé, le laisse pour mort et s'en va draguer de la minette, bien plus jeune que lui en se vantant du pactole ramassé. Mais quelques années plus tard, l'on apprend que Jarrod a survécu. En fauteuil roulant et les mains brûlées, Jarrod ambitionne de rouvrir un musée de cire dont les protagonistes sont cette fois un peu trop réels au goût de certains. Une demoiselle en particulier pense reconnaître sa jeune amie récemment assassinée. Mais que cache donc Jarrod? Bon, c'est un film de 53, et à l'époque, il y avait sûrement un peu de mystère dû aux faux semblants et au brouillage de pistes. Mais à notre époque, on grille tout dès le début, évidemment. Quoique je me suis fait cueillir par un truc, mais c'est parce que je suis con. J'ai réfléchi à l'envers. Vous savez ce qu'on dit quand on entend « Faut penser cheval ». Moi, j'ai pensé zèbre. Et pour tout vous dire, le titre français est encore une fois bien débile, puisqu'il révèle la supercherie. Un peu comme à l'époque des évadés, où on se dit qu'il faut être sacrément con pour donner un titre pareil. Dans ce cas-là, moi aussi, je peux le faire. Why did you do that? Why? Bref, les ficelles sont grosses, mais le film est pas mal du tout. Au casting, l'une des plus grandes stars de films d'horreur de cette époque, avec Christopher Lee, Bela Lugosi et Peter Cushing, le génial Vincent Price, moins cabotin qu'à l'accoutumée d'ailleurs. Vous le connaissez dans des films comme La chute de la maison Usher, La nuit de tous les mystères, L'abominable Dr. Phibes, Flic ou zombie, Édouard aux mains d'argent, et aussi La mouche noire, si vous avez été attentif tout à l'heure. On a aussi Phyllis Kirk, dans le rôle de Sue Allen, non, pas la pochetronne de Dallas, qu'on a vu dans Vénus en uniforme et La collégienne en folie. Bon, j'ai vérifié pour vous. Et dans le rôle du sbire sourd et muet Igor, oui, parce que les sous-fifres handicapés des films d'horreur s'appellent tous Igor, le débutant Charles Bronson, crédité Charles Bukinski à l'époque. On va manger des chips. En voilà un qui a fait parler la poudre. Un body count plutôt élevé pour Chuck et sa nage taillée à la serpe. Et bien qu'il ait un physique plutôt à part, il plaît aux gonzesses. De la génération d'avant. J'ai ma tante Françoise qui aurait volontiers rejoué le Cercle Noir avec lui. No, God, please, no, no, no. La filmo de Charles comprend Il était une fois dans l'Ouest, Les 12 salopards, La grande évasion, Les 7 mercenaires, Le flingueur, Un justicier dans la ville. J'aime autant vous dire que quand il y a de la racaille... Passons maintenant au soi-disant remake, mais qui n'en porte en fait que le nom, La maison de cire QV 2005.
6 potes, dont 2 frères et sœurs qui se font la gueule, se rendent à un match de football américain. Pour éviter de rouler de nuit parce que c'est dangereux, lol, le groupe décide de s'arrêter pour camper dans un champ. Ça picole, ça fume, ça baise, vous l'aurez compris, adieu le film d'épouvante atmosphérique, bonjour le bon vieux slasher des familles. Au matin, un des gars découvre qu'une pièce du moteur déconne et qu'il lui en faut une de rechange pour repartir. Le couple formé par Carly et Wade se rend donc dans la ville la plus proche pour dégoter un garage pendant que les 4 autres, rien à cirer, repartent avec l'intention d'aller voir le fameux match. Rassurez-vous, coincés dans les bouchons, ils feront demi-tour. Sans chair à canon, il n'y a plus de slasher. Carly et Wade trouvent un garagiste inquiétant dans une ville qui paraît bien morte. Ce dernier leur donne un délai pour trouver la courroie de distribution qui leur fait défaut. En attendant, notre couple, curieux et naïf, se laisse tenter par la maison de cire qui semble être le truc à voir en mode touriste. La maison elle-même se trouve être entièrement faite de cire. On imagine donc que le film ne se passe pas en Arizona. À l'intérieur, Wade va regretter sa curiosité. Triste cire. Je m'arrête là parce qu'il y a des surprises et je veux pas vous les gâcher, ce serait dommage. Alors déjà, sachez que le film s'est fait démonter à sa sortie, surtout aux States, où il a même reçu des Razzie Awards, les Oscars des films pourris. Ça n'engage que moi, mais c'est complètement immérité. La maison de cire étant un très bon slasher à la photo superbe, un climax très chouette dans un environnement vraiment particulier et des acteurs qui font le job, sauf une, mais on va y revenir. Le petit bémol pour moi, c'est que le méchant interprété par Brian Van Holt ne m'a pas fait flipper une seconde, car je connais bien l'acteur dans un rôle comique dans la série Cougar Town. Et j'ai beaucoup de mal à le dissocier de ce personnage hyper fandard. Oh, there it is. Be cool, man. If we all stare at the sky, people are gonna know. We'll look up in shifts. First me. Travis. Andy. Now me. Travis. Andy. Now me. Oh! Ah oui, ça gâche un peu tout. J'avais eu le même problème avec Garrett Dillahunt dans le remake, lui aussi très bon, sans avoir vu l'original, La dernière maison sur la gauche de Denis Iliadis. Je connais Dillahunt dans le rôle de gentil crétin père de famille dans Raising Hope, et bien qu'il fasse un très bon boulot dans La dernière maison, il reste Burt à mes yeux. Le réalisateur Raume Collet Serra a beaucoup bossé avec Liam Neeson, dans la plupart des films où il est vénère. Sans identité, Non-Stop, Night Run, The Passenger, un autre film de flip très bien troussé, Esther, dont la suite est sortie récemment, le remake de La momie sur l'eau, Jungle Cruise, et le bourrin mératé Black Adam. À l'affiche de La maison de cire, Elisha Cuthbert, découverte en tant que fille de Jack Bauer dans la série 24 heures chrono. Quelques petits rôles dans des comédies comme Retour à la fac ou Lucky Girl, la très jolie rom-com de Noël Love Actually, le marrant The Girl Next Door, à ne pas confondre avec le pas marrant The Girl Next Door, déconseillé aux âmes sensibles car tiré d'un fait divers bien réel. Chad Michael Murray, un beau gosse de série. Dawson, les frères Scott, Gilmore Girls, Riverdale, du lourd. Le genre qu'on trouve en poster d'un hockey podium. But you're so old. Brian Van Holt, l'ex de Courtney Cox dans Cougar Town, dont je causais tout à l'heure, et a un rôle un peu mystérieux dans le très cool Basic de McTiernan. Il est aussi Sébastien Derrick dans Marvel, les agents du Shield. Rien à voir avec le nazi des experts à Auschwitz. Dead or alive, you are coming with me. Jared Padalecki, le Sam Winchester de Supernatural, la série qu'elle est mieux que tu crois. Et le héros du remake de Vendredi 13 par Marcus Nispel, qui vaut également mieux que sa triste réputation. Et enfin, la talentueuse Paris Hilton, qui a décroché ce rôle uniquement sur ses qualités d'actrice. Un rôle de composition, puisqu'elle joue une bimbo chaude comme la braise, qui passe la moitié de son temps d'écran avec quelque chose dans la bouche. Voilà, donc pour résumer tout ça, les deux films se ressemblent autant qu'une villageoise et un Pétrus. Mais il y a les bases. Le premier est un thriller d'épouvante tourné en studio avec une ambiance très théâtrale. Son méchant est un mélange du Darkman de Sam Raimi, qui s'en est probablement inspiré pour la dégaine de son super-héros, et le fantôme de l'opéra. Évidemment, si vous êtes réfractaire au vieux cinéma, ça va vous faire chier. Mais si vous vous intéressez à tout, c'est un bon petit kiff. Le second est un slasher très bien photographié, avec quelques meurtres inventifs et un final qui vous rappellera que cramer la peau du Babybel pour en faire des bougies, c'est de la gnognotte à côté. Pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche pour être prévenu des futures sorties et parlez-en à vos amis. On se revoit en avril pour un spécial maçonnerie.